D'abord, merci à tous d'être là. Et puis, je crois qu'introduire la journée en parlant du romarin et en nous conseillant de suivre les locaux, je crois que c'est une très bonne introduction pour l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est essayer de valoriser les capacités locales d'abord. Et donc, j'espère qu'à la fin de la journée, nous aurons rejoint à la fois le romarin du restaurant et aussi notre thème. Et le romarin est un très beau symbole pour ça. Alors, moi, il m'a été donné d'introduire cette journée. Donc, je vais passer en quelque sorte un petit peu comme dans un roman qui aurait été précédé par des tomes précédents. Je vais faire un résumé de ce qui nous amène à la thématique de l'agroécologie, puisque vous aurez tout le long de la journée des présentations beaucoup plus précises qui vont vous permettre d'approfondir des thèmes. Voilà, donc je vais passer en revue un certain nombre de généralités. Vous m'excuserez, mais on va toujours du général au particulier. Je présume que vous en connaissez un certain nombre, peut-être toutes. L'intérêt est de les voir réunis en un seul moment pour bien comprendre leurs interactions, puisque je pense que s'il y a un terme que vous entendrez toute la journée, c'est systémique ou holistique, et donc c'est le fait que tout étant joyeusement interconnecté, on ne peut pas se contenter de se concentrer sur un aspect. Et donc mon but est vraiment que ma petite conférence inaugurale, si je puis dire, vous permette d'avoir l'ensemble du spectre en tête pour replacer les autres interventions auxquelles vous assisterez dans ce contexte. Alors, on m'avait demandé de définir l'agroécologie. La difficulté, vous verrez, c'est que justement, il n'y a pas de consensus. Il y a un certain nombre de controverses autour de la définition de l'agroécologie. Et en relisant mon slide, je me suis dit que j'avais très mal rédigé la première phrase, puisque le défi qui oblige à résoudre ce dilemme agricole entre produire des aliments, de l'énergie, des matières premières, donner de l'emploi, préserver les ressources naturelles et limiter l'exode rural, il n'est évidemment pas nouveau. Un peu plus fort, il n'est évidemment pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, par contre, qui date, je dirais, d'il y a une quinzaine d'années, c'est le fait que globalement, il y a un consensus qui émerge. Le terme consensus lui-même étant excessif, disons un accord large, puisque comme nous verrons, il y a encore des gens qui le contestent et l'idée de consensus voudrait que personne ne le conteste. En tout cas, il y a une grande majorité de gens maintenant qui reconnaissent que nous n'avons pas résolu ce problème-là et qu'il va falloir le prendre sérieusement en main. Préserver les ressources naturelles et plus généralement rester dans les limites planétaires, ça va être l'objet de ma première observation. Alors, il y a un consortium de chercheurs qui s'est mis en place et les travaux notamment sous l'égide de Rockström sur l'idée que finalement, le système Terre étant un système limité, il y a un certain nombre de mécanismes qu'il convient de ne pas perturber. Alors, ils ont fait un certain nombre de choix qui leur paraissaient bien déterminer ce mécanisme. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'écologie globale scientifique, dès 1971, bien sûr, le fameux rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance évoquait ces questions-là. Ils ont donc les polluants chimiques. Ce qui est en vert, en fait, c'est ce qu'ils n'ont en réalité pas évalué. C'est ceux sur lesquels, vous voyez, ce n'est pas encore quantifié. Il y a le changement climatique où ils estiment qu'ils ont, disons, quand on sort du vert, c'est qu'on commence à rentrer dans un espace un peu d'incertitude. Et quand on sort alors du cercle général, c'est qu'on a déjà dépassé les capacités de viabilité de la planète. Et ils estiment que, deux au moins, le cycle de l'azote et la perte de biodiversité sont déjà dépassés et qu'on est rentré dans une zone de risque qui signifie qu'on peut changer brutalement de système, puisque le propre d'un système régulé, c'est que quand vous faites éclater ces systèmes de régulation, vous rentrez dans des systèmes qui évoluent de manière extrêmement chaotique. Or, et c'est ça qui est intéressant, si vous pensez à l'agriculture telle que nous la pratiquons, eh bien, elle est concernée par un très grand nombre de ces facteurs. Les pollutions chimiques, le changement climatique, l'acidification des océans, le cycle de l'azote ô combien, la perte de biodiversité, tout ça vous sera probablement présenté bien plus en détail, en tout cas pour ce qui concerne la Suisse, le changement dans l'utilisation des sols, et etc., l'eau. Et donc, poser la question agricole, poser la question de l'agroécologie, c'est se mettre dans ce cadre-là et voir quelle est la contribution, je dirais, négative de l'agriculture à ces problèmes et de quelle manière on peut restaurer une agriculture qui apporterait
sinon une contribution positive, ça c'est idéal, au moins une forme de neutralité par rapport à ces grands enjeux. Simplement, une fois que ce constat est fait, on a en fait la compétition entre différents, j'ai utilisé un gros mot, paradigme, vous pouvez dire modèle, représentation, etc. Alors tout d'abord, oui, je sais pas, oui. Tout d'abord, vous voyez ici, j'ai quand même, et c'est la partie dont je disais tout à l'heure que quand on dit consensus large, on ne peut pas nier qu'il existe encore un certain nombre de gens qui refusent de rentrer dans la recherche d'une solution. Et ils sont de deux types. Je les ai unis en un type, mais on pourrait les disjoindre. Il y a ceux qui sont tranquillement négationnistes, c'est-à-dire qui considèrent qu'en fait, il n'y a pas de problème. La France a produit un individu comme ça qui s'appelle Claude Allègre. Voilà. Donc eux, tout va bien. Bon, il y a quelques petits cycles solaires qui passent des problèmes, mais finalement, on chipote beaucoup et il n'y a pas besoin de s'alarmer. Il y a ceux qui sont, alors, j'ai volontairement utilisé le terme Armageddon, ceux qui pensent que dans la tradition, dans une certaine tradition dont l'Occident malheureusement s'est illustré, pensent que les ressources étant limitées, il n'est pas question de changement social, etc. La seule solution, c'est que les plus forts l'emportent, quitte à ce que ça se règle par la guerre pour les ressources. C'est la théorie du Lebensraum, de l'espace vital, de la nécessité pour les plus forts d'éliminer les plus faibles. C'est évidemment une position qui n'est jamais exprimée telle qu'elle pour l'instant, mais qui, d'une certaine manière, est déjà intégrée par un certain nombre de gens dans leur stratégie, qui peut expliquer d'ailleurs des phénomènes de surarmement ou de guerre pour l'eau, etc. Donc ne soyons pas naïfs, ces gens-là, certes, ne vont jamais avancer à visage découvert, mais ils existent et des fois sont très actifs. Maintenant, nous sommes ici pour être très optimistes. Nous allons estimer que les négationnistes à Armageddon ne vont pas l'emporter et qu'on va se retrouver dans ce champ dans lequel un certain nombre de groupes, de personnes, d'intérêts, à la limite, les agriculteurs bio représentent un groupe d'intérêts, vont mettre en avant leurs pratiques, leurs méthodes dans le champ public, dans le cadre d'un débat. En bas, je dis que c'est le gradient de radicalité du changement, c'est-à-dire ceux-là, c'est ceux qui disent oui, il y a un problème, mais on n'a pas besoin d'un changement si fondamental que ça, j'expliquerai un peu leur position. Et là, il y a ceux qui pensent que le changement doit être profond, radical, peut toucher d'une certaine manière dans ses profondeurs l'être humain, enfin ils vont parler d'un changement anthropologique radical. En n'étant d'ailleurs pas toujours très clair sur la manière dont ils souhaitent procéder, et c'est peut-être ça qui est un peu inquiétant, ce qui fait que parfois les deep ecologistes peuvent nous donner l'impression de se rapprocher limite d'Armageddon, quand notamment ils recommandent que la population du monde tombe à 800 millions d'habitants, ce qui était la position du commandant Cousteau, et effectivement la difficulté est de savoir comment on passe de 7-8 milliards d'habitants à 800 millions. Je ne vous fais pas de dessin, je n'ai pas de réponse, et c'est pour ça que là, les tenants d'Armageddon en ont une. Alors, les Technofix plus Market, j'aurais envie de dire, ça c'est typiquement Bill Gates, la fondation Agra, c'est-à-dire des gens qui disent, écoutez, oui, il y a un problème, mais on va créer des marchés du carbone, on va créer des marchés de la biodiversité, on va créer des marchés de l'eau, et puis, par ailleurs, on va développer des technologies. Alors, ils peuvent être, par exemple, Bill Gates est très végétarien. Donc, par exemple, on va développer, à partir du soja, une extrêmement bonne base, on va développer des organismes génétiquement modifiés, il y aura toutes les protéines dedans. Enfin, alors, à la fin du 19e siècle, il y avait en France un chimiste qui s'appelait Berthelot, qui pensait que la chimie pourrait tout résoudre et qui imaginait que dans moins de 50 ans, on nourrirait la population avec des pilules. En fait, fondamentalement, c'est la même idée ici, sauf qu'on s'est aperçu que la chimie n'était pas si puissante que ça, mais on mise sur les biotechnologies pour nous produire l'aliment final, celui qui contient tout et qui en soi est presque une pilule. Bon, ils existent et ils sont, il faut bien le reconnaître, assez riches également. La fondation Gates est une très grosse fondation. Ici, vous avez l'agroécologie limitée et l'agroécologie radicale, on y reviendra après, mais vous voyez qu'ils ne se placent pas dans la même gradient de radicalité du changement et je reviendrai après sur les frontières sociales.
Là, vous avez les tenants de la Pachamama. Alors eux, ils vont dire qu'il est vraiment temps de s'inspirer des cultures indigènes et qu'il faut vraiment que la culture occidentale disparaisse en tant que telle parce que c'est elle qui est la cause de tout. Et puis sur les deep ecologies, je ne reviendrai pas parce qu'eux, ils pensent même que la Pachamama, ça ne suffit pas. Vous avez un énorme nuage ici parce que ce qui marque les dernières décennies, c'est la floraison absolument extraordinaire, mais c'est souvent ça quand il y a un problème. En gros, on peut voir le système précédent comme un immense arbre. Il s'est effondré, vous avez des tas de petits arbres qui poussent en dessous. Et donc, chacun y va de son concept. Alors, agriculture de précision... Alors, j'ai mis ça dans un nuage parce qu'il faut bien dire que le classement est un peu arbitraire et si des tenants de ces différentes appellations étaient là, chacun dirait non, moi je suis plutôt ici. C'est difficile de les situer. Disons que l'agriculture de précision, de mon point de vue, se rapproche assez de l'aspect technofixe, c'est-à-dire c'est l'idée qu'en perfectionnant nos techniques actuelles, on va s'en sortir. Mais en général, il demande quand même une régulation des marchés, c'est ça qui est important à signaler. Agriculture durable, ça c'est un concept quand même assez flou. Néanmoins, il y a des mouvements de sustainable agriculture, etc. L'agriculture intégrée, c'est un mouvement qui est plutôt né en Angleterre. C'était l'idée de ne pas renoncer aux pesticides, mais tout de même de commencer par quelques principes agronomiques de base à respecter. L'agriculture écologiquement intensive, c'est... Oh, pardon, excusez-moi. L'agriculture écologiquement intensive, c'est un concept lancé par un groupe en France autour d'un prof qui s'appelle Michel Griffon. Ça plaît assez bien en général aux agronomes et aux coopératives. C'est l'idée d'intensification plaît bien parce qu'on reste dans une psychologie productiviste, je dirais. On va voir, ceci dit, que l'agroécologie a aussi comme but de produire, ce que ses détracteurs lui dénient parfois, mais qu'il faut rappeler. Mais eux, ça reste un terme qui est acceptable par un grand nombre d'agriculteurs qui ont un peu de réticence avec l'idée d'écologie. Or, dans l'agroécologie, il y a quand même le terme écologie. Alors, intensive, voilà, ça compense en quelque sorte le terme d'agroécologie. Et puis, il y a ce qui a le vent en poupe maintenant, qui est l'agroécologie limitée. Et comme vous le voyez, maintenant je vais alors, l'agriculture biologique, je l'ai aussi mis dans un petit nuage flou, parce que autant si vous regardez les termes, les prises de position des fondateurs, des mouvements qui sont à l'origine de l'agriculture biologique, je pense qu'ils seraient très très proches de ce que j'appelle aujourd'hui l'agroécologie radicale. Autant avec la mise en place d'un cahier des charges européen, avec le souci d'arriver à nourrir le marché, avec l'entrée d'autres acteurs, vous pouvez avoir des formes d'agriculture biologique, si vous voulez, dont l'organisation, le modèle économique, si je puis dire, a très peu de choses à voir avec ce que prônent les tenants initiaux de l'agriculture biologique. Donc le problème maintenant, c'est que l'agriculture biologique, c'est d'abord malheureusement devenu un label dans le cadre d'un cahier des charges et qui accepte quand même des systèmes agricoles d'une grande diversité. Ce qui va séparer donc, et j'en viens maintenant à l'agroécologie elle-même, l'agroécologie limitée de l'agroécologie radicale, comme vous voyez, c'est cette frontière que j'appelle la frontière sociale. Avant, vous êtes dans l'idée selon laquelle l'amélioration de l'agriculture, c'est d'abord une innovation technico-économique. Bien sûr qu'il y a un aspect technique, qu'il faut rentabiliser, etc. Mais au fond, vous vous dites que, et c'est je vais le détailler un peu après, que vous n'avez pas besoin d'une transformation sociale. Et à partir de cette frontière-là, les gens qui sont là disent oui, non, mais il va falloir une transformation sociale. J'entends par transformation sociale, si vous voulez, un autre type de rapport au consommateur, un autre mode de consommation. Quand on discute avec certaines personnes qui se revendiquent de l'agroécologie, comme il n'existe pas de définition précise, c'est difficile d'interdire à quelqu'un de s'en revendiquer. Mais quand vous êtes, par exemple, dans des paradigmes de l'agroécologie limitée, la question de la consommation de viande n'est pas posée, du régime alimentaire, alors que les gens de l'agroécologie radicale pensent qu'il n'y aura pas de solution purement technique et agricole sans également une réforme du régime alimentaire. Et évidemment, vous comprenez bien, et c'est ça qui est fondamental, c'est que dans les deux cas, ce ne sont pas exactement les mêmes acteurs qui sont engagés. L'agroécologie limitée, vous avez, ce que j'ai mis en bleu finalement, c'est ce que les deux agroécologies ont en commun. La reconnaissance d'un besoin de réforme agronomique profonde.
Certes, il faut, alors, des gens cet après-midi vous détailleront la longueur des assolements, éventuellement l'agroforesterie, la taille des parcelles, enfin, énormément de choses qui vont jusqu'à penser qu'il faut une agronomie à l'échelle du territoire. Mais au fond, c'est des gens qui n'ont pas d'opinion économique, j'aurais pu mettre pas d'opinion socio-économique. Ils considèrent d'ailleurs souvent, quand on leur parle de ça, que tout ça c'est de l'idéologie. Voilà. Ils oublient simplement une chose, c'est que le régime démocratique est le seul régime qui demande à tout le monde de faire de la politique, par définition. Voilà, mais enfin, eux, c'est déjà les questions sociopolitiques les effraient un petit peu. Ils n'ont pas forcément d'opinion sur la question high-tech, low-tech, c'est-à-dire que pour dire vite les choses, ils n'ont pas trop de problèmes par rapport aux brevets sur le vivant et la concentration de la production de semences entre les mains de multinationales, pourvu que la semence produite soit efficace dans les réformes agronomiques qu'ils font. C'est typiquement Michel Griffon, par exemple. Donc c'est là. Et ils se présentent comme une démarche essentiellement technique. Et donc, les acteurs qui sont impliqués sont essentiellement le monde agricole et la recherche agronomique, et dans le cadre des politiques existantes. Pas question de discuter de la politique agricole commune, de l'OMC et de choses comme ça. Vous avez l'agroécologie radicale. Alors, je vais m'expliquer quand même sur ce terme de radical qui a pris un sens. Alors, il est un peu différent en Suisse parce que vous avez un parti radical, alors qu'en France, le parti radical n'est plus grand-chose. Mais l'idée de radical, c'est de retourner aux racines du problème. Et je pense que c'est intéressant de garder ce thème. Radical ne veut pas forcément dire que vous allez décider, en sortant d'ici, d'aller brûler des voitures pour manifester votre mécontentement, mais simplement vous dites oui, il y a des problèmes profonds et il faut revenir à la racine des problèmes. Donc vous partagez, nous partageons, puisque très honnêtement, je pense que l'immense majorité des gens dans cette salle sont dans le paradigme de l'agroécologie radicale, en tout cas la plupart des intervenants que je connais. Ils vont être d'accord sur le fait qu'il y a un besoin de réforme agronomique profonde. Ils vont, ceci dit, admettre, même s'ils ne le font pas eux-mêmes nécessairement dans leur activité, ils reconnaissent que l'épanouissement de l'agriculture qu'ils souhaitent devra s'accompagner de modes de régulation économique nouveaux. Donc ils vont s'intéresser aux politiques agricoles communes. Ils ont en général une certaine défiance vis-à-vis des high-tech centralisés, en se disant il y a quand même une idée d'autonomie qui est liée à la résilience. Pas de résilience sans autonomie. Quand on dépend beaucoup de l'extérieur, on affaiblit sa résilience. Et donc, finalement, dès qu'on leur propose une technologie qui est aux mains d'un monopole ou d'un trust, ils n'aiment pas trop ça. Et surtout, ils se présentent comme une démarche comportant nécessairement une dimension sociale. Et finalement, on peut résumer ça en disant qu'ils réfléchissent l'agriculture, la résolution du problème agricole dans un paradigme plus large qui est celle d'une société écologique. Et évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes acteurs qui sont mobilisés. Enfin, certes, il y a les acteurs précédents, mais on raisonne en termes de filière. Donc, il faut discuter avec les consommateurs, il faut discuter sous qu'on appelle consommateurs, il faut discuter aussi avec les collectivités locales qui font la commande publique pour les restaurants d'école, etc., etc. Donc, on est dans une approche de filière dans laquelle on va de la fourche à la fourchette, et même au-delà, puisqu'on va s'intéresser par exemple aux poubelles, aux déchets, à la récupération éventuellement, etc. Et ils ont un certain lien avec d'autres mouvements sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais vous pourrez vous-même faire la recherche. Tout le mouvement des Transition Towns de Rob Hopkins avec le mouvement des transitionneurs et les Commoners. Le prix Nobel d'économie en 2009 a été remis à Elinor Ostrom. Et c'est toute la question chez les Commoners de comment on gère en commun des ressources, et non pas par le marché, mais par en quelque sorte un certain nombre de règles de partage. Ce qui est typique et ce que vous avez abondamment, ce que nous avons abondamment dans les Alpes, ce sont les alpages qui sont souvent gérés non pas comme des biens qu'on peut vendre, etc., mais comme des communaux. Alors maintenant, je risque d'être un peu long, vous me dites, et puis je sauterai quand il faut. Je voudrais juste replacer le débat dans son contexte historique. Alors pourquoi ? Parce que je crois que quand vous allez argumenter à l'extérieur, il est important de combattre un certain nombre d'idées préinstallées dans l'esprit des gens, notamment sur ce qu'a été l'histoire de l'agriculture et une vision souvent d'un progrès linéaire de l'agriculture, ce qui n'est absolument pas le cas.
D'abord, il faut rappeler que, et ça va directement faire écho à cette différence que j'ai évoquée tout à l'heure entre agroécologie limitée et agroécologie radicale, c'est que l'homme est un animal qui a deux capacités qui sont complémentaires, mais qui peuvent être contradictoires dans les choix que nous faisons. D'abord, nous avons une très forte plasticité socio-culturelle. Si vous regardez à travers le monde, les modes d'habiter, les modes nuptiaux, l'organisation familiale, les modes alimentaires sont extrêmement, ou étaient extrêmement variés. Et c'est cette espèce de plasticité de l'homme dont je rappelle quand même que les différences génétiques entre les différents êtres humains sont vraiment toutes petites. Non seulement on est une seule espèce, mais on est une seule espèce avec une base génétique assez réduite, si je puis dire. Donc notre diversité ne vient pas du tout de notre diversité génétique, elle vient massivement, notamment en termes de comportement, même si je suis d'accord qu'on va se regarder entre nous, on va se dire qu'on n'a pas tout à fait le même nez, mais ce n'est pas ça dont je veux parler, mais notre diversité entre groupes à un autre vient massivement de critères socioculturels, bien plus que de critères génétiques. Et nous sommes capables de concevoir des outils pour accroître notre impact. Et finalement, il y a une dialectique du rapport entre l'homme et son environnement qui a toujours été de savoir si est-ce que je m'adapte à mon environnement ou est-ce que je vais essayer d'adapter mon environnement. Alors, je vais prendre un exemple complètement extérieur à notre sujet, mais qui vous fera bien comprendre la question. Si vous regardez les Inuits, vous vous apercevrez qu'ils ont une nuptialité particulière, puisque c'était des sociétés dans lesquelles on pratiquait la polyandrie, ce qui est très très rare, c'est-à-dire qu'une femme avait plusieurs hommes. Et en plus, ils avaient développé des outils, des harpons très adaptés. Tout ça s'explique. La polyandrie était liée au fait qu'en réalité, il fallait faire peu d'enfants parce qu'on pouvait nourrir qu'une population très réduite. Et le harpon permettait, lui, de capter cette nourriture, le phoque en l'occurrence, qui permettait de nourrir et de perpétuer le groupe. Donc vous voyez les deux aspects, plasticité socio-culturelle et capacité à concevoir des outils. Et en fait, dans la dialectique qu'on a aujourd'hui et explique la raison de la différence entre agroécologie limitée et agroécologie radicale, c'est que les tenants de l'agroécologie limitée pensent qu'il n'y a pas lieu de vouloir agir sur le comportement des gens. Il ne faut pas dire aux gens d'arrêter de manger moins de viande. Ils prennent en quelque sorte, l'état socioculturel comme un acquis. Et je pense que c'est une erreur parce que le succès adaptatif de l'homme, c'est d'avoir agi sur lui-même. Et donc, renoncer à agir sur notre comportement, c'est par avance se priver de notre avantage adaptatif le plus puissant. C'est comme si le lion décidait de continuer son histoire sans utiliser la force, et la gazelle renonçait à utiliser la vitesse, en quelque sorte. Eh bien, à chaque fois qu'on renonce à réfléchir à notre adaptation socio-culturelle, on se prive d'un des éléments de notre éclatante réussite en termes d'espèces. Et donc, ils vont, eux, privilégier la voie de l'évolution technique. Ce qui, d'une certaine manière, donne... Alors, la plupart du temps, l'humanité a combiné ces deux voies, mais il faut bien reconnaître qu'eux s'inscrivent dans un paradigme dans lequel, en fait, je vais aller très très vite là parce que je suis trop long, donc je vais passer très vite là-dessus, mais disons rapidement les choses, c'est qu'avec le néolithique, l'agriculture est clairement une pensée dans laquelle on modifie profondément son environnement. En quelque sorte, elle est plutôt du côté de la voie de l'évolution technique, même si elle s'accompagne de voies socioculturelles. Mais quelque part, c'est déjà une psychologie dans laquelle l'individu modifie son environnement. Alors, je vais aller très très vite là-dessus. Ces quelques données de base, vous les connaissez, normalement vous les avez tous vues un jour, mais je vous rappelle qu'il faut toujours les avoir en tête dans les débats à l'extérieur. Les deux grands cycles, il y a plusieurs cycles, mais les deux grands cycles qui nous intéressent en général en agriculture, c'est celui de l'azote et du carbone, qui se nourrissent eux-mêmes, puisque c'est le cycle du carbone qui permet de fournir, d'alimenter, si je puis dire, le cycle de l'azote. Et l'azote, vous le savez, si on en a des carences en azote, on a des carences en protéines. Et les protéines, c'est en quelque sorte les ouvriers de nos organismes. Il faut avoir ça en tête pour se rappeler que dans ces conditions générales de l'activité agricole, un écosystème normal, alors j'ai fait les schémas moi-même dont vous admirez leur qualité graphique, je vous prie d'en excuser, mais enfin, en gros, l'idée, là j'ai pas complètement fait représenter le cycle, mais il est intéressant, c'est que globalement, on fixe donc du carbone par la photosynthèse, c'est le sol, grâce à sa microflore, qui arrive à fixer de l'azote, qui va fournir, et il y a une sorte de complémentarité,
complémentarité entre la microflore du sol et les grands végétaux, dont certains, les légumineuses, font même des symbioses. Et donc, on peut avoir un cercle vertueux où on va accumuler dans le système à la fois du carbone et de l'azote. Et c'est ça qui permet le processus de la pédogénèse. Quand même, il faut rendre ici un vibrant hommage à ceux auxquels nous devons notre existence sur Terre, à savoir les lichens, qui sont donc une combinaison d'un champignon et des cyanophycées qui permettent à la fois de fixer. Le champignon, lui, simule l'atmosphère océanique et permet aux cyanophycées de fixer à la fois du carbone et de l'azote. C'est eux qui commencent à fixer sur l'espace finalement lunaire de la Terre avant la sortie de la vie la première matière organique qui nous permet, cette première matière organique, accumulée, là c'est sur de la roche pure, nous permet d'aller un peu plus loin et puis finalement à arriver à ce qui est un écosystème extrêmement complexe qui a accumulé énormément de matière organique, qui est une forêt. Ah, une forêt. Et c'est là qu'intervient l'agriculture, puisque l'agriculture, en tout cas pour nos régions, est apparue en Syrie. Alors bon, il y a un peu des disputes, est-ce que c'est un peu en Turquie, un peu en Syrie, etc., nord de l'Irak. Mais ce qui est important, c'est que le premier paquet technologique que nous avons mis en place, si je puis m'exprimer ainsi, il naît dans une zone de steppe arborée. Regardez, pensez simplement à ce que vous mangez. Les lentilles, le blé, même les bovins, etc., sont des animaux qui ne vivent pas du tout en forêt, naturellement. Ils vivent dans des steppes arborées. Et donc, nos petits agriculteurs, nos petits ancêtres sympathiques, ils ont bougé. Et qu'est-ce qu'ils font? Quel est le grand geste des hommes qui partent de cette zone de savane arborée? Ils rencontrent la forêt, donc ces écosystèmes qui ont accumulé énormément de matière organique, et ils ont deux possibilités à ce moment-là, ce serait de domestiquer la forêt ou de la transformer en steppe arborée. Et c'est ce qu'ils font. Ils défrichent pour recréer leur steppe d'origine. Donc quand vous vous promenez par exemple dans le bassin parisien ou dans les alpages, avant la grande création des alpages entre le XIe et le XIIe siècle en Suisse, la forêt monte bien plus haut. C'est l'activité de l'homme qui fait descendre la ligne des arbres. Et donc ils brûlent. Brûler, ça veut dire finalement déstocker de la matière organique. La décomposition de la matière organique stockée dans le sol continue à permettre de fixer de l'azote. On est avant que la chimie n'arrive, et ça nous permet de faire pousser nos plantes, et on continue à fixer du carbone, mais moins qu'avant. Et notre système commence à s'appauvrir en carbone du sol, le carbone étant finalement de l'énergie solaire stockée. Et donc, si je prends mon gradient du bilan carbone, ici, j'ai donc des systèmes dont, grâce à la photosynthèse, etc., la balance, vous avez deux phénomènes, une production de matière organique par photosynthèse et la minéralisation de la matière organique, minéralisation qui permet de fixer l'azote, puisqu'on brûle en quelque sorte du carbone pour 5 minutes. Oui, alors donc je vais aller très très vite. Arrive à ce moment-là, juste pour dire, ceci explique qu'une agriculture élémentaire qui défriche la forêt et qui met des vaches peut très bien mener à la désertification. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, si je reviens ici, il y a eu 2 mouvements d'agriculteurs. Ici, ils sont arrivés dans un système qui était beaucoup plus résistant en termes de capacité de fixation de carbone, puisqu'il fait plus froid, on est plus au nord, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ils ont en partie déstocké, mais sans que ça devienne dramatique. Il faut se rappeler que le Sahara était encore passable dans sa partie occidentale à cheval en moins 1000 qu'elle ne l'était plus à l'époque des Romains. Donc les mêmes techniques, dans un écosystème plus fragile, ont transformé la steppe arborée en désert, et ça vous fait réfléchir par rapport au risque de changement climatique et au fait qu'on va se retrouver dans des conditions plus favorables à la minéralisation de la matière organique qu'à la fixation de carbone. Et on risque de passer d'une situation d'équilibre à une situation où on commencera à désertifier. Alors, la révolution de l'agrochimie, je passe très vite. Ce qui est important, à mon avis, c'est de maintenir que la phase clé, c'est la capacité à fixer de l'azote de synthèse.
Ensuite, 1916, c'est l'utilisation des organochlorés et 1943, l'invention des herbicides. Voilà, bon, ça, c'était une usine de fixation d'azote. Tout ça utilise de l'énergie fossile, notamment la fixation d'azote de synthèse est très gourmande en énergie et on utilise pour ça le pétrole et le gaz. Et donc, si vous réfléchissez bien, le pétrole et le gaz, c'est quoi? C'est l'excédent de fertilité des écosystèmes du Carbonifère. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est toujours, encore et toujours, le fait d'utiliser un excédent de fertilité naturelle stocké depuis des millions d'années pour fixer de l'azote grâce à nos entreprises chimiques. Mais au fond, agronomiquement, on n'a pas beaucoup progressé. Je vais en terminer là pour rappeler que ces constatations datent des débuts de l'industrialisation. Et là, je vous mets un ensemble de citations du livre de Howard, un des pères de l'agriculture biologique, Le Testament agricole, où vous voyez d'une part qu'il insiste sur la fécondité de la terre, d'autre part qu'il cite le modèle des forêts et surtout qu'il critique la recherche agronomique de l'époque, très centrée sur les apports en nutriments et en azote, par leur effet délétère à terme sur la fertilité du sol. Et au fond, il dit qu'on vit en consommant un capital accumulé au lieu de participer à l'enrichissement général des écosystèmes. Alors, sur les politiques, et je vais en terminer là, je vais aller très très vite, mais simplement vous rappeler que je crois qu'effectivement, il faudra des politiques agricoles pour accompagner l'agroécologie, que quand vous avez une politique agricole, vous pouvez agir à la fois sur les facteurs de production que j'appelle non humains, le sol, vous pouvez avoir une politique foncière, l'eau, les semences, les intrants, les machines, les apports de capitaux, etc. Vous pouvez agir sur les formes sociales et juridiques, la formation des agriculteurs, la politique du revenu, et vous pouvez avoir une politique sur le stockage, la régulation des prix, la commande publique. Typiquement, dans le cadre de l'agroécologie, le fait qu'un certain nombre de mairies commencent à demander des repas bio ou des repas avec des produits locaux participe à avoir une politique de l'aval en faveur de ce type d'agriculture. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la politique productiviste que nous avons connue, alors le terme productiviste n'est peut-être pas bon, il serait plus dur de dire que c'était une politique d'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire d'importer le modèle industriel en agriculture. Il était encore assez simple, l'Europe était très rurale, il y avait un déficit de produits alimentaires, la politique était donc simple puisqu'il suffisait de tout accélérer, donc on va abaisser les coûts des facteurs de production, on va augmenter la taille des structures, former les agriculteurs à la chimie et assurer des prix élevés. Donc vous voyez qu'en gros, c'est un système dans lequel vos trois politiques vont dans le même sens, produire plus par homme et par hectare, sans considération pour autre chose. Évidemment, l'agroécologie va poser d'autres problèmes puisqu'on va faire rentrer, comme vous l'avez vu au début, des facteurs qui sont le maintien de l'environnement. Et donc, il va falloir conduire la voiture qui précédemment n'avait qu'un accélérateur avec un accélérateur et un frein. Alors, beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs se plaignent en disant « mais les politiques publiques nous envoient des injonctions contradictoires ». Oui, c'est vrai, et c'est le propre d'un système régulé que d'envoyer des injonctions contradictoires. Si vous voulez que votre système soit régulé, il faut que vous ayez des courbes de feedback qu'on appelle négatifs. Puisque pour aller, et d'ailleurs quand vous conduisez votre voiture, vous avez deux instruments pour donner à votre voiture des injonctions contradictoires, puisque le frein et l'accélérateur sont contradictoires. Et c'est parce que vous avez des outils, vous équilibrez, vous faites une balance entre des outils contradictoires en eux, que vous arrivez à maintenir la vitesse de votre voiture. C'est le propre d'un système régulé. Mais c'est vrai que c'est plus difficile, parce que la personne, elle doit trouver elle-même l'équilibre. Alors, on peut quand même dire qu'une idée générale est la suivante, c'est que quand vous avez un prix élevé des produits, par exemple, quand on achète les produits agricoles à une forte valeur, et un prix élevé des facteurs de production, c'est-à-dire que les nitrates sont chers, le sol est cher, l'eau est chère, c'est là que vous avez la meilleure agronomie. Si on définit la bonne agronomie comme l'est la forêt, c'est-à-dire quelque chose qui produit beaucoup, voilà, et qui consomme très peu. Si vous avez des prix élevés des produits et des prix bas des facteurs de production, vous avez l'agriculture industrielle qu'on a connue en Europe. Et si vous avez des prix bas des produits, des prix élevés des facteurs de production, vous allez avoir une paupérisation du secteur agricole. C'est ce qui s'est passé dans les 3 dernières décennies en Afrique avec le démantèlement des politiques agricoles suite aux demandes du FMI. Et si vous avez des prix bas des facteurs de production et des prix bas des produits, c'est l'agriculture
latifundiaire que vous trouvez et qui est en train de se développer en Amérique latine, maintenant aussi en Amérique du Nord et peut-être demain en Europe s'il n'y a plus de protection des agriculteurs. Ma dernière image. L'agroécologie va demander des nouveaux paysans. Alors, je dis bien des nouveaux paysans parce que souvent on utilise le terme de paysans, des mouvements se revendiquent comme étant paysans, mais il faut bien dire qu'ils ont très peu à voir avec les paysans tels que pouvait l'être ma famille, disons, avec les arrière-grands-parents. La société paysanne est là en général. C'est pas vrai évidemment dans les alpages que je citais plus haut, mais c'est vrai dans la plupart des endroits où on fait des céréales. Elle a une approche patrimoniale du foncier. L'organisation de la famille est patrilinéaire et l'essentiel de la coopération se fait père-fils. Quelque part, c'est ce système, c'est celui qui se met en place au néolithique, pour dire vite les choses. La solidarité est horizontale, entre égaux. Il y a très peu de crédit. C'est une société où on ne s'endette pas. Et paysan, c'est un État. On est paysan, on meurt paysan. On a connu, après la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture selon un modèle que je qualifie d'artisanal. C'est-à-dire que le foncier est perçu comme un fonds professionnel, un petit peu comme la boutique est un fonds de commerce, etc. La famille est beaucoup plus une famille nucléaire homme-femme. La solidarité est toujours horizontale, mais par contre, il y a l'accès au crédit. On pousse les gens à s'endetter et l'agriculteur devient un métier. D'ailleurs, on a fait des écoles pour former les gens à l'agriculture, ce qui n'existait pas au début du 19e siècle. L'agriculture se transmettait au sein du groupe des paysans. Maintenant, on a l'hésitation entre deux modèles, fondamentalement. Les agri-managers, qui est d'adopter définitivement la forme industrielle, c'est-à-dire la forme sociale industrielle, parce qu'on admet que la seule solution est une technique industrielle. Le bien est considéré comme un actif, le facteur de production d'une société. On crée d'ailleurs des sociétés, des personnes morales à capitaux. La relation de travail est une relation sociétaire. Certes, il y a une possibilité de capitalisme familial à la première génération, mais au bout de 3 générations, votre capitalisme est de moins en moins familial. Donc, relation de sociétaire, et j'aurais pu dire aussi une relation patron-salarié. On a d'apparition d'alliances industrielles, il faut s'allier avec d'autres industries, remonter la filière, grossir. Alors vous avez des questions de développement horizontal, vertical, etc. Vous n'avez qu'à regarder certains gros agriculteurs qui vont investir, par exemple, en Ukraine, qui vont chercher des partenaires en Ukraine pour produire du blé en Ukraine ou au Brésil pour faire, etc. Vous avez une tendance au surendettement. Toutes ces grandes entreprises, en fait, sont extrêmement endettées. D'ailleurs, c'est la forme sociale qui leur permet de supporter un surendettement permanent. Et évidemment, l'agriculture est définitivement considérée comme une industrie. Et puis, vous avez les néo-paysans. Alors, le capital est souvent détenu par des structures mutualistes. Vous faites appel à des citadins qui vont acheter avec vous la terre, etc. Donc vous n'êtes pas dans une approche, vous dites à tout prix, il faut que j'achète les terres et je les transmettrai à mon fils. Non, c'est une structure mutualiste. Il y a une culture beaucoup plus d'écoféminisme d'ailleurs. Dans ces néo-paysans, vous avez une proportion de femmes par rapport aux hommes qui n'a absolument rien à voir avec le modèle industriel, le modèle artisanal dans lequel les femmes s'occupaient un peu de la commercialisation, mais en gros l'image c'était l'agriculture avec sa femme qui lui donnait un coup de main. Je caricature, mais à peine quand vous voyez les imaginaires des gens. La solidarité est beaucoup moins une solidarité horizontale avec les autres producteurs, mais une solidarité territoriale, notamment avec les consommateurs, un petit peu avec d'autres producteurs, mais surtout les consommateurs, les collectivités locales. Vous avez la recherche d'un très faible endettement qui va de pair avec le fait que le capital soit souvent détenu de manière mutualiste. Et vous considérez que paysan est une activité dont vous êtes susceptible de changer, c'est-à-dire que c'est des gens qui, en général, ne viennent pas du monde agricole, et pour cause, il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc même démographiquement, ils arriveraient de moins en moins à se reproduire, et donc ils viennent de la ville, dans des installations, ils ont fait d'autres activités avant et ils envisagent souvent de faire d'autres activités après, ce que leur permet le fait que le capital, qui ne soit pas lié finalement à leur exploitation par le fait qu'ils soient propriétaires du capital. Voilà, je suis désolé, j'ai été trop long, mais merci.